Ah, c'est pas le flamand de Cuba, le flamand de Cuba, il a Oui, c'est pour ça qu'on est bien assis. Hein. Polka, elle passe très près. C'est pas la seule d'ailleurs. On commence donc avec un rapace nocturne. Et vous le voyez, on est en plein jour et elle se débrouille très très bien. Elle voit aussi bien que nous la journée, sans problème. Même un grand soleil, ça ne la dérange pas. Mais la nuit, les rapaces nocturnes, ils nous surpassent. Vraiment, ils voient vraiment beaucoup mieux que nous. Et ça, c'est grâce à leurs très gros yeux. Raté. Ça glisse peut-être. Elle est là, ta récompense. Sur ta patte, là. Bon, alors, ils voient très bien de loin, mais de près, c'est pas ça. Hein. Tiens, là. Et s'ils voient si bien de loin, c'est justement donc grâce à leurs très gros yeux, des yeux énormes par rapport à la taille de leur tête. On dit souvent que si nous, humains, voulions avoir la même vue que les rapaces nocturnes, il nous faudrait des yeux de la taille de pamplemousse, toute proportion gardée. Ça nous ferait une drôle de tête et ça coûterait cher en lunettes, mais c'est le prix à payer pour pouvoir voir la nuit. Elle voit très bien et elle l'entend très bien aussi. Elle peut repérer une petite souris sous des couches épaisses de feuilles mortes ou de neige sans aucun problème. Et vous aussi, vous allez pouvoir essayer de tendre l'oreille sur les prochaines traversées de Polka. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Rien du tout. Elle est totalement silencieuse. Ça, c'est grâce à un petit duvet qui est présent sur les plumes des rapaces nocturnes et qui va empêcher le frottement entre ces dernières. Ça va complètement insonoriser le vol et ça, c'est très pratique pour rester discrète et surprendre ses proies. Elle calcule sa trajectoire. Il y a le flamand en plein milieu. Qu'est-ce que je fais? Je passe à gauche, je passe à droite. Bon, son petit surnom, c'est Polka de la Lune. Elle y est souvent. On t'appelle là-bas. Un plumage qui est silencieux mais qui est aussi camouflage. Regardez les couleurs, les motifs. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? À de l'écorce. C'est un plumage qu'on appelle mimétique. Il va mimer l'endroit où elle vit. Donc l'écorce des arbres, c'est vraiment l'idéal. Comme ça, elle est camouflée, elle disparaît dans son milieu. Là encore, très pratique pour surprendre ses petites proies. Et ces petites proies d'ailleurs, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'elle chasse à votre avis, Polka? Des serpents, des souris. Des souris, quoi d'autre? Des serpents. Je crois que j'ai entendu des rats, des mulots, oui, et plein de rongeurs. Elle peut faire toute la famille, pourquoi pas. Elle va pouvoir aussi attaquer des reptiles, des petits serpents, des petits lézards, ou d'autres petits oiseaux aussi, les oiseaux qui dorment en pleine nuit. Elle peut les surprendre facilement. Les rapaces? Des cerfs, ça sortait du cœur. Des cerfs! Oui, exactement. Du verbe serrer, justement. Elle a énormément de force dans les pattes. Elle pourrait, si elle voulait, faire des grosses marques. Voilà les haras. Parmi les plus grands, les perroquets. Voilà Java qui nous rejoint, tout vert avec le front rouge. Java, c'est un hara militaire. Et les autres sont partis faire le tour du domaine. Généralement, ils font ça le matin. Les haras, on les trouve en Amérique du Sud. Ils vont vivre en très grands groupes et tous les matins, ils vont faire le tour du territoire. Ah, vous revenez nous voir? On a Mano et Nina qui passent juste au-dessus de nos têtes, rouges avec les ailes vertes et bleues. Ce sont les haras chloroptères. Et avec moi, Baya,
Elle est bleue et jaune, c'est la Ararona. Voilà Zelda qui nous rejoint. Ça vit combien de temps, un hara? Comment? 40. On peut doubler facilement. Au moins 80 ans pour les grands haras. C'est une des raisons qui fait qu'on vous déconseille d'en avoir à la maison, parce que malheureusement, souvent, quand on en prend un, on meurt avant lui. Et comme héritage, c'est pas vraiment un cadeau. Ce sont des oiseaux très intelligents. On dit qu'ils ont l'intelligence d'un enfant de 3 à 5 ans. Ils en ont aussi le caractère, d'ailleurs. Vous connaissez le Terrible Two? Eux, c'est toute leur vie. Et ils ont besoin d'avoir tout le temps quelque chose à faire. Et avoir quelque chose à faire chez les perroquets, que ce soit de la toute petite perruche au grand hara, c'est avoir quelque chose à casser ou quelqu'un à embêter. Là, avec moi, on a Yerma et Tatus, les haras Macao, 5 ans, ce sont des ados. Leur unique objectif en ce moment, c'est d'embêter les adultes. Allez, filez. Oui, mon petit Java, c'est le petit pot de colle. Hop là. Un bec très puissant, en quelques secondes, ils vont casser des noix. Et si ça peut casser une noix, ça peut casser un doigt. Vraiment un bec très très fort. Ils vont manger des gros fruits à coque. Donc ce bec très puissant, c'est vraiment un casse-noix, très efficace. Avec moi, on en a un tout petit, ce n'est pas un hara, c'est un éclectus. Madame Éclectus même, c'est une femelle. Chez les Éclectus qu'on trouve en Australie, les femelles sont rouges et violettes alors que les mâles sont verts avec un bec orange. Madame, elle a le bec noir. Chez les grands haras, là par contre, pas de dimorphisme sexuel, il n'y a pas de différence physique entre le mâle et la femelle. Donc pour le savoir, si ce sont des garçons ou des filles, on n'a qu'une seule méthode, l'analyse ADN. On prélève du sang ou une plume qu'on envoie en laboratoire et on saura seulement après. Allez, on a d'autres oiseaux qui sont arrivés. Bon, enfin. Des rapaces opportunistes. T'as encore attaqué quelqu'un, Aurélie? Non, c'est les Milans. Il lâche ses récompenses sur les gens maintenant. Les vilains. Des oiseaux très souples et très agiles, ils attrapent leur proie directement en plein vol avec les pattes. Et contrairement à beaucoup d'autres oiseaux, ils n'ont pas besoin de se poser pour aller manger. Ils peuvent amener la nourriture directement au bec en vol. Et on a notre petit Zéphyr qui est un très bon pêcheur. Quand ils font ça, on dit qu'ils écument. Ils peuvent récupérer à la surface de l'eau des insectes ou des petits animaux morts, comme des poissons qui flotteraient à la surface. Quand je dis qu'ils sont opportunistes, c'est que toute occasion est bonne pour se nourrir. D'ailleurs, ils ressemblent énormément à la buse qu'on voit chez nous toute l'année. D'ailleurs, oui, j'ai pas dit ce que c'était en fait. Bah non. Je parle. Ah, Monsieur Éclectus. Ce sont des milans noirs. Les milans, on les trouve chez nous seulement en été. Ce sont des migrateurs. Et pour faire la différence justement entre la buse et le milan, il faut regarder la silhouette de l'oiseau en vol. Les milans ont les ailes en forme de M et la queue fourchue, alors que la buse est beaucoup plus trapue. Et elle a la queue arrondie. On fait une pause, on a des cigognes sauvages qui arrivent en haut, qui nous font un joli parachute. Regardez, elles vont faire des piquets pour descendre jusque dans les pins qui sont derrière vous. Cigogne blanche sauvage. Et ça claque du bec en arrivant. On y reviendra. Et ben nos milans et nos haras, on va les laisser. De toute façon, pour eux, c'est la récréation. Ils vont faire ce qu'ils veulent. En attendant, moi je vais mettre des petites récompenses dans l'eau et je vais vite me cacher parmi vous. Pour accueillir les prochains, on accueille les échassiers. Les échassiers, ça correspond à tous les oiseaux qui ont de longues pattes. Il en existe de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs.
Je crois que je suis mal cachée. Les grues qui sont partout en liberté sur le parc en font partie. Là-bas, couché juste en face de nous, on a la grue du paradis qui forme un couple un peu particulier avec la grue qui est derrière elle, qui n'est pas de la même espèce. C'est une grue à cou blanc. Et en ce moment, sur le parc, il y a plusieurs grues à cou blanc qui sont posées à droite à gauche sur des nids. Alors les nids des grues, c'est assez sommaire, hein. On pose 3-4 branches et on pond à côté. Oui, Loulou, que tu es jolie. Il se fait embêter par une autre grue à cou blanc, le pauvre. Alors ici, on a plein d'échassiers, plein de petits échassiers différents. Vous allez voir, c'est très très compliqué. Vous êtes prêts? Si je vous dis ibis rouge, vous les voyez? Ça doit être les rouges, bien vu madame. Les petits ibis rouges, avec eux on a les ibis blancs, tu filmes toi, Hélène. Là ils sont très contents en ce moment parce qu'on a mis plein de branches. C'est le printemps et donc au printemps on refait les nids. Bah oui, tout le monde veut la plus grosse branche. On pourrait même ne pas parler avec eux, ce sont de vrais clowns. Les ibis, ce sont des oiseaux limicoles, ça veut dire qu'ils vont chercher leur proie dans le limon, dans la vase. Et pour ça, le long bec recourbé, c'est l'outil idéal pour chercher dans les eaux peu profondes et troubles des petites choses à manger. Ils vont pouvoir manger plein de petits vers, vers de terre, vers de vase, plein de petits crustacés et même de tout petits poissons. On a aussi deux autres limicoles avec un bec un peu particulier. On en a une juste avec moi, l'autre qui cherche des petites choses à manger dans le bassin. Ah oui, je parle de toi, bah oui. Elle porte le nom d'un ustensile qu'on trouve dans la cuisine. Les spatules, exactement. Chez nous, on a Touillette et celle qui est énervée, là, c'est Maryse. Elles aussi vont manger des petits crustacés, des petits vers de terre, vers de vase, comme les ibis. Mais elles peuvent manger des proies plus grosses, comme des poissons, ou même des batraciens. Elles adorent tout ce qui est grenouille, par exemple. Elles ont un bec très sensible, les spatules aussi sensibles que le bout de nos doigts. Et c'est donc vraiment à l'aveugle qu'elles vont farfouiller dans la vase. Quand on ne voit rien, il vaut mieux avoir le bec sensible pour pouvoir savoir ce qu'on va manger. C'est quand même plus pratique. Avec tout ce petit monde, on a d'autres petits échassiers. Non, monsieur Pan, tu n'en fais pas partie. On a des petits oiseaux tout blancs avec un bec plus court que les ibis, un bec très pointu. C'est le petit héron garde-bœuf, vous l'avez sans doute déjà croisé, même aujourd'hui en venant à Branferré, autour des vaches, dans les champs. C'est un véritable gardien malgré lui, le héron garde-bœuf. Il adore rester auprès des vaches, parce qu'auprès des vaches, il y a des mouches. Et lui, c'est le roi de la vitesse, le héron garde-bœuf. Il va harponner les mouches en plein vol. Il est très très fort, il les attrape directement dans son petit bec. Et si c'est un gardien, c'est parce que quand il y a un danger, un prédateur par exemple, il va pousser un cri d'alerte pour alerter les autres hérons de ce danger. Et les grands herbivores qui sont autour auront vite appris à reconnaître ce chant et à s'enfuir dès qu'ils l'entendent. Alors, on est d'accord, en Bretagne, nos vaches, niveau danger, puis on les trouve à l'origine, et bien là, c'est très utile pour tout le monde. À l'heure actuelle, les hérons garde-bœuf, il y en a un peu partout maintenant. Et on a un autre petit héron qui suit Aurélie, là. Beaucoup plus discret. Tout gris avec une houppette blanche, là, derrière la tête. C'est le petit héron bioro. Si avec le héron garde-bœuf, on a le roi de la vitesse, avec le héron bioro, c'est le roi de la patience. Lui, sa technique de chasse, elle est bien différente. Il va se poser au bord de l'eau et ne plus bouger du tout. Il va se fondre dans le décor, se faire oublier. Et au tout dernier moment, un cou qui est très très long, là il vole avec le cou replié en S, donc on le voit à peine, mais le cou est aussi long que tout le corps en entier. On a déjà les 1000 ans qui redescendent.
Ah oui, on a nos haras de Buffon qui viennent d'arriver. Je les avais pas vues. Toutes vertes avec le front rouge, comme le haras militaire de tout à l'heure. Mais c'est la taille au-dessus. Elles sont beaucoup plus grandes. Je dis elles parce que là, on a 2 filles, Becky et Tess. Ah oui, j'ai pas parlé de toi. On a la petite cigogne d'Abdim aussi, la plus petite cigogne du monde. Cigogne africaine qui, elle, va manger de gros insectes, comme des grillons ou des sauterelles. Et c'est une véritable alliée pour les agriculteurs là-bas en Afrique. Pour cette raison, elle est adorée et protégée. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces invasions de sauterelles qui vont ravager les cultures, faire des gros dégâts. Eh bien, grâce à la cigogne d'Abdim, pas besoin d'insecticides. Elle est très efficace. Elle est même si efficace qu'elle est. Voilà notre petit Didzi. Didzi, c'est un vautour. Un vautour d'Amérique du Sud. C'est l'urubu noir. Et on sait qu'il vient d'Amérique du Sud justement parce qu'il n'a pas de plumes sur la tête. Les vautours qu'on va trouver donc en Amérique n'ont pas de plumes sur la tête, alors que ceux que l'on trouve en Afrique ou en Europe, eux n'ont pas de plumes ni sur la tête ni sur le cou. Et ça, d'avoir la tête déplumée, c'est un trait commun à tous les charognards, tous ceux qui mangent des charognes, des carcasses. Ça permet de se nourrir sans se salir. Forcément, le plumage chez les oiseaux, c'est très important. Alors c'est important pour voler, bien sûr, mais pas uniquement. La première raison pour laquelle ils ont besoin d'avoir un plumage propre, c'est pour la santé. S'ils sont tout sales, eh bien déjà, ils ont moins de chances d'être choisis pour se reproduire, si c'est pas un sauvage. Des fois, on les appelle très longtemps et on se rend compte que c'est pas à nous. Alors forcément, ça ne vient pas. Regardez, je vous disais tout à l'heure, on a des corneilles qui embêtent tout le temps notre Milan, là, qui s'appelle Bazooka, qui est descendue tout à l'heure à toute vitesse. C'est tout le temps elle qui se fait embêter par les corneilles. Allez savoir pourquoi, la pauvre. Allez, on va parler des oiseaux qui sont arrivés tout à l'heure, qui sont dans les pins juste derrière vous. Les cigognes, qui sont arrivées en parachute. Et c'est vraiment comme ça qu'on dit quand elles plient les ailes. Elles, on ne dit pas qu'elles font des piquets comme les Milans. On dit qu'elles font le parachute. Et là, comme je disais tout à l'heure, toutes les cigognes qui sont sur le parc en liberté, bah, ce ne sont que des cigognes sauvages. Elles ne nous appartiennent pas. Elles sont venues s'installer d'elles-mêmes. Et vous entendez? Ça claque du bec. Les cigognes, elles n'ont pas de syrinx, elles n'ont pas l'organe du chant comme les autres oiseaux. Donc, pour se faire entendre, elles vont claquer du bec. Pour ça, on dit qu'elles craquettent ou qu'elles claquettent. On peut dire les deux. Et alors, ça peut vouloir dire énormément de choses quand elles claquent du bec. Quand c'est le partenaire qui revient au nid, c'est pour dire qu'on est content. Quand c'est une autre cigogne qui n'appartient pas au couple qui arrive, bah là c'est tout le contraire de bienvenue. Ça dépend. Vous voyez, il y a des nids à chaque étage dans les pins. Les nids ils sont énormes, ils peuvent peser jusqu'à 300 voire 500 kilos. Il y a même eu des records à plus d'une tonne. C'est des nids qu'ils vont construire toute leur vie, chaque année, au retour de migration. Ils vont le réarranger, ce nid, mettre des gros branchages sur le tour extérieur et mettre des choses toutes douces à l'intérieur. Alors celle qui vient d'arriver, celle-ci, elle est à nous, elle n'est pas sauvage. C'est une de nos mamies. On a une deuxième mamie qui arrive. C'est la reprise des spectacles pour les cigognes. Allez, on termine avec les plus gros. Attention, 3 mètres au-dessus de vos têtes maintenant. Voilà les pélicans. Et alors avec nos pélicans, ça va être aussi compliqué qu'avec les ibis. Il y en a des tout grands, tout blancs, ce sont les pélicans blancs. Il y en a des tout petits, tout gris, ce sont les pélicans gris. Soquette arrive en dernier. Les pélicans, ils sont
piscivores. Ça veut dire qu'ils mangent quoi? Du poisson, oui, exactement. Mais ils sont légèrement opportunistes sur les bords. S'il y a un petit canard ou un petit goéland qui passe à portée de bec, pourquoi pas? Ils testent. Si ça se mange, tant mieux. Ils ont un bec vraiment très efficace pour la pêche. Le plus long bec du règne aviaire, plus de 30 cm chez les mâles. Un bec qui est très coupant sur toute la longueur, comme un rasoir. Avec au bout un petit crochet. On en reparlera. Un vol de flamand. Je vois que Chouchou et Loulou se préparent dans les starting blocks. On verra au bon vouloir de ces messieurs. Avec le pélican blanc, vous avez devant vous le 3e plus grand oiseau volant au monde avec ses 3 mètres d'envergure. Il se place juste après le grand condor et l'albatros. Allez, on a Titan qui arrive toujours en premier. Il porte bien son nom, Titan, c'est le plus grand de nos oiseaux. Hop là. Alors, chez les pélicans blancs, on a Titan, Kiki et Platon chez les garçons, Juji, Bubule et Soquette chez les filles. Tiens, Soquette, hop là. Et chez les pélicans gris, on a Géraud et Tootsie chez les garçons, et Babord et Tribord chez les filles. Hop là. Bah vas-y, Kiki, serre-toi tout seul aussi. Qui sont mal élevés. Toi, t'es bien élevé, Tribord. Hop là. Comment fait la différence entre les filles et les garçons chez les pélicans? C'est la taille. Regardez, chez les pélicans blancs, ça se voit beaucoup. Vous avez Titan, là, qui est notre dernier mâle, le plus grand, et celle qui est tout devant, là-bas, Bubule. Vous voyez vraiment la différence de taille entre les deux. Chez les pélicans gris, ça se voit un petit peu moins. Ce qui nous aide à faire les différences chez les pélicans gris en ce moment, c'est que les filles, elles sont très amoureuses. Quand on est amoureux chez les pélicans, quand c'est la saison, eh bien, il y a des plumes qui poussent derrière la tête. Regardez, ça leur fait comme une perruque. On les reconnaît un petit peu, mais ça change en fonction du moment de l'année. Donc, c'est pas ce qui va nous aider tout le temps. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du bec. Au bout du bec, je vous disais, il y a un petit crochet. Ce crochet, il est très pratique pour attraper le poisson, mais surtout pour le retourner, pour l'avaler toujours dans le bon sens, la tête la première, dans le sens des écailles. Ça permet de manger vite, ça glisse mieux dans le sens des écailles, mais surtout, ça permet de ne pas se blesser avec les écailles, justement, ou les éventuelles épines qu'on pourrait trouver chez certains poissons. Il est très souple et qui peut contenir jusqu'à 12 litres d'eau. Mais attention, ils ne vont jamais s'envoler avec 12 litres d'eau et 5 kg de poisson. Ça, c'est totalement impossible, sachant que Titan, par exemple, ne dépassera jamais plus de 10 kg gros maximum. Quand on fait 3 mètres d'envergure, il vaut mieux être léger si on veut s'envoler. Tous les oiseaux sont très très légers. Donc s'envoler avec 12 litres, c'est physiquement impossible. Cette poche, ils vont s'en servir plutôt comme d'une épuisette et manger un petit peu à la manière d'une baleine. C'est-à-dire qu'au moment même où ils vont avaler leur poisson, ils vont recracher toute l'eau. Regardez, on a Géraud et Babord qui sont très amoureux en ce moment, et Géraud, il a trouvé une super branche. Ouh là là, c'est compliqué, Géraud. Ouh là là. Elle est trop grande. Vas-y, Géraud, on croit en toi. Oh non, tout le monde me regarde. Je peux pas. Bon. Allez, c'est parti. Ouh là là, ouh là là. Il va finir par l'emmener jusqu'au bout, c'est sûr. Allez, bah voilà, c'est sur cette image qu'on va se quitter avec tous ces oiseaux autour de nous. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci à tous d'être venus nous voir aujourd'hui. Un grand bravo aux oiseaux et à mes collègues Aurélie et Morgane.